Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Pour ce 4e épisode, nous allons suivre l'histoire de Raoul Georges Nicolo et surtout de l'arrêt qui porte son nom, l'arrêt Nicolo, rendu par le Conseil d'État le 20 octobre 1989. Raoul Georges Nicolo est un ingénieur, notamment en physique nucléaire, et un inventeur qui est né et a fini sa vie en Guadeloupe. Après avoir obtenu son doctorat en sciences à Paris, il retourne en Guadeloupe jusqu'à son décès en 1993 pour son travail et devient notamment conseiller municipal de 1983 à 1989 dans sa ville, à Gosier. Et c'est justement sur le terrain de l'engagement politique que se joue l'arrêt Nicolo. Parce que Raoul Georges Nicolo saisit le Conseil d'État en 1989 au sujet des élections européennes qui ont lieu cette année-là. Son argument repose sur la présence de citoyens français d'outre-mer sur les listes des candidats à ces élections. On ne comprend d'ailleurs pas très bien cet argument à la lecture seule de l'arrêt Nicolo. Mais pour m'éclairer aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Monsieur Patrick Friedman, conseiller d'État, ancien secrétaire général du Conseil d'État, président de la Cour d'appel administrative de Paris pendant 11 ans et commissaire du gouvernement dans l'affaire Nicolo. Bonjour Monsieur le conseiller. Bonjour madame. Alors dites-nous, est-ce que vous savez vous pourquoi Raoul Georges Nicolo conteste ces élections européennes ? Effectivement, en réalité, ce que contestait M. Nicolo, c'est le fait qu'ait été établie une circonscription unique à l'époque, donc l'ensemble du territoire français, au motif que, selon lui, les départements d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer sans doute, n'auraient pas dû être intégrés dans cette circonscription. En réalité, le fondement de tout cela, c'est que Monsieur Nicolo, qui était proche de la mouvance autonomiste ou indépendantiste guadeloupéenne, considérait que les départements d'outre-mer ne devaient pas faire partie de l'Europe, ce qui d'ailleurs sur le plan strictement géographique est exact, mais n'était pas sur le plan juridique, sur le plan de la conception de l'Union européenne telle qu'elle a été bien entendu définie. C'est vrai, et c'est une information qu'on ne connaissait pas, en tout cas sur Monsieur Nicolo. Il avait l'air procédurier parce qu'il a aussi saisi le Conseil constitutionnel au moment des élections présidentielles de 1980, pour lesquelles il était candidat. Je pense qu'il n'avait pas récolté les signatures nécessaires pour être un candidat officiel, car il demande en fait au Conseil constitutionnel de retarder les élections au nom de l'égalité des chances, ce que le Conseil constitutionnel refuse d'ailleurs. Mais bon, c'est l'arrêt Nicolo qu'on connaît et qui est incontournable lorsque l'on est étudiant en droit, celui du Conseil d'État, et que l'on va donc explorer en tant que cet arrêt admet définitivement la possibilité pour le juge administratif de contrôler la conformité d'une loi au regard de normes internationales, et ce sans condition. Rappelons le contexte. En 1975, le Conseil constitutionnel explique dans une décision IVG que son rôle n'est pas de contrôler les lois par rapport à des normes internationales, mais seulement par rapport à la Constitution. La même année, la Cour de cassation se saisit de l'opportunité et dit qu'elle sera donc compétente pour ce contrôle de conventionnalité dans son arrêt Jacques Vabre. Le Conseil d'État est plus timide. Il avait déjà admis cette possibilité dans un arrêt syndicat général des fabricants de semoules de France en 1968, mais seulement pour des lois antérieures à la norme internationale. Autrement dit, lorsqu'une loi était adoptée après un traité, elle prenait le dessus, contrairement à une loi adoptée avant le traité. Et donc c'est l'arrêt Nicolo qui entérine le contrôle de conventionnalité par le Conseil d'État. Alors monsieur le conseiller, vous étiez alors commissaire du gouvernement, donc est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu cette fonction, votre parcours, et surtout est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des débats intenses dans les couloirs de la plus haute juridiction administrative au moment de cet arrêt ? Alors le commissaire du gouvernement,
c'est d'ailleurs une fonction qui a changé d'appellation aujourd'hui, elle s'appelle rapporteur public, était chargé, pour parler strictement du commissaire de gouvernement, d'étudier les affaires soumises au Conseil d'État ou bien entendu à d'autres juridictions administratives, car le système est le même dans toute la juridiction administrative, ce faisant d'ailleurs parallèlement à l'examen par la Chambre chargée de l'instruction de l'affaire, et tout ceci dans le but de proposer la solution qu'il ou elle estime pertinente à donner à l'affaire, sachant que son avis prend la forme de conclusions, c'est le terme habituel, qui sont prononcées à l'audience. Alors l'appellation a changé donc il y a une douzaine d'années, en 2009, car on a considéré, à juste titre me semble-t-il, que les termes commissaire du gouvernement étaient trompeurs pour le public. On avait l'impression naturellement que le commissaire du gouvernement s'exprimait au nom du gouvernement, ce qui n'était absolument pas le cas. C'était simplement une dénomination historique qui avait perduré, mais qui n'avait pas de sens et qui semait une certaine confusion dans la presse. Un changement d'ailleurs sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme, si je me souviens bien. Pas le changement de dénomination, mais il y a effectivement des modifications qui ont été induites par la gestion de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier 2 autres réformes qui ont été faites en même temps et qui sont l'inversion de l'ordre de prise de parole à l'audience, c'est-à-dire que auparavant le commissaire de gouvernement s'exprimait en dernier, alors que maintenant les parties s'expriment après lui, et aussi l'obligation de communication à l'avance du sens des conclusions. Les parties pouvant donc savoir à l'avance, en général c'est 2 jours à l'avance, dans quel sens le commissaire de gouvernement, le rapporteur public aujourd'hui, va s'exprimer. Et alors pour ces conclusions-là, pour Nicolo, est-ce qu'il y a eu des débats intenses ? Alors, bien entendu, je suis tenu par le secret du délibéré, donc je ne peux évoquer cela que de façon allusive, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y avait traditionnellement une ambiance, il faut bien le dire, assez anti-européenne au Conseil d'État. Nicolo, c'est bien entendu la suprématie du droit international en général, mais c'est aussi en particulier la suprématie du droit européen, droit communautaire, comme on disait plutôt à l'époque, y compris le droit dérivé, c'est-à-dire les règlements, les directives. Et il y avait plutôt je dirais une tendance souverainiste, comme on dirait aujourd'hui, au sein du Conseil d'État. Cependant, cette tendance était en train de régresser sous le coup de la construction européenne elle-même et de l'évolution des mentalités. Et à l'époque de l'arrêt Nicolo, c'est bien pourquoi d'ailleurs le revirement de jurisprudence s'est fait à ce moment-là, l'ambiance était plutôt à l'idée que en pur droit, la solution ancienne, qui était issue notamment d'un arrêt de 1968 qu'on appelait la jurisprudence des semoules, était parfaitement incontestable sur le plan donc, strictement juridique, mais il fallait se résigner pour des raisons notamment opportunité juridique et opportunité dans l'absolu, revenir dessus. Oui, effectivement, on comprend un peu cet aspect souverainiste. Le Conseil d'État était un peu hésitant avant 1989 car il estimait, à juste titre juridique, donc, que lorsque le législateur adopte une norme, il a pleine connaissance du paysage normatif et donc ses choix doivent être respectés ensuite par le juge. La loi faisait écran entre la norme internationale et le juge administratif. Le tournant, c'est aussi donc la décision du Conseil constitutionnel de 1975, IVG, puis une autre décision du Conseil constitutionnel en 1988 qui confirme sa position de rejeter le contrôle de conventionnalité. Ce qui explique probablement un peu que la décision du Conseil d'État arrive aussi en 1989, plus de 10 ans après l'équivalent de la Cour de cassation, donc l'arrêt Jacques Vabre. Mais depuis le Conseil d'État, la Cour de cassation et les juges du fond sont tous considérés comme compétents pour contrôler la conventionnalité d'une norme. La conséquence est non des moindres, puisque cela leur permet d'écarter une loi lors d'un contentieux au profit d'une norme internationale. La loi continue d'exister, mais devient inapplicable, en tout cas pour les situations où elle entre en contradiction avec cette norme internationale. Un travail intense pour les juges, puisque ce contrôle de conventionnalité comprend bien entendu donc les normes européennes que vous avez évoquées, dont celle de l'Union européenne qui produit de très nombreux actes. Et alors, monsieur le conseiller, est-ce que vous aviez pensé à l'époque que cet arrêt Nicolo aurait une telle longévité ? Oui,
Je veux dire que sur ce plan-là, non seulement moi-même, mais tous les membres de l'Assemblée du contentieux qui ont rendu la décision étions parfaitement conscients de l'importance historique de l'affaire. Et je dois dire d'ailleurs que quand on m'a attribué cette affaire en tant que commissaire du gouvernement, j'ai tout de suite ressenti, pour tout vous dire, une poussée d'adrénaline, car j'ai évidemment senti que ce serait une affaire historique et sans doute l'un des plus grands moments de ma carrière. Donc aucune surprise sur les conséquences de l'arrêt que nous avions parfaitement anticipé. Naturellement pas dans tous les détails, mais nous étions parfaitement conscients, et moi le premier, que c'était un pas historique qui allait être franchi, qui ferait d'une certaine façon basculer le droit public dans une nouvelle ère. Donc de lourds enjeux déjà à l'époque. Et depuis, cet arrêt Niccolo continue de vous suivre, puisque alors nous on vous interroge aujourd'hui, mais il est célébré aussi, je crois, régulièrement. Oui, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, jusqu'à peut-être épuisement des personnes qui ont participé à son élaboration. Mais encore le 30e anniversaire, donc qui avait lieu en 2019, a été particulièrement marqué puisque il y a eu un colloque à l'Université Paris 2 sur les 30 ans de l'arrêt Niccolo, avec comme sous-titre le juge administratif, l'Europe et la loi. On m'avait demandé de faire une intervention devant le comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative qui s'intitulait « Il y a 30 ans, l'arrêt Niccolo, petite histoire d'un grand arrêt ». Cette intervention était consacrée justement à définir concrètement comment l'affaire était venue au rôle de l'Assemblée du contentieux, dans des circonstances d'ailleurs tout à fait originales. Et à cette occasion-là aussi, il y avait une tribune dans la JDA qu'on m'avait demandé d'écrire, qui s'appelle « Non, rien de rien ». Vous voyez que vous devinez la suite. Et une interview dans la revue de l'Union européenne qu'on m'avait demandé également. Donc l'anniversaire, le 30e anniversaire a été particulièrement marqué, mais le 10e et le 20e l'avaient également été. Donc des informations très intéressantes et à aller voir pour compléter le podcast. Et alors, question, est-ce qu'il y a un autre arrêt qui vous a marqué autant que Niccolo ? Écoutez, si vous me permettez, j'en citerai peut-être 3. Les 2 premiers sont traditionnellement joints. Ce sont les arrêts Marie et Ardouin de 1995. Ce sont des arrêts qui ont, donc avec lesquels j'étais également commissaire, qui ont conduit à restreindre considérablement le champ d'application de la théorie des mesures d'ordre intérieur. Les mesures d'ordre intérieur, ce sont des décisions qui sont prises traditionnellement, notamment dans certains milieux professionnels ou dans les tout court, disons, et pour lesquels il n'y avait pas de recours devant le juge administratif parce qu'on considérait qu'il s'agissait de mesures qu'il ne fallait pas soumettre à un juge. Et donc, dans le cas des arrêts Marie et Ardouin, nous avons exclu de ce champ d'application des mesures intérieures les sanctions disciplinaires contre les détenus dans les établissements pénitentiaires et contre les militaires. C'est aussi une révolution importante dans l'histoire des droits administratifs, puisqu'à ce moment-là, on considérait que tous ces pans du droit de mesures administratives n'étaient pas soumis à un contrôle juridictionnel. Et puis l'autre arrêt que j'aimerais citer, c'est l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge, 1995 également, dans l'affaire dite du lancer de nain. C'est une décision dans laquelle le Conseil d'État a considéré que la dignité de la personne humaine devait être intégrée dans les composantes de l'ordre public et pouvait justifier, avec les atteintes à la dignité de la personne humaine, pouvait justifier l'interdiction d'un spectacle. C'est d'ailleurs une jurisprudence qui a été depuis réaffirmée dans d'autres circonstances. Un arrêt que tous les étudiants en droit connaissent également. En tout cas, l'arrêt Niccolo de 1989 restera dans les annales et Raoul Georges Niccolo aussi, puisqu'un lycée de Rivière-des-Pères de Basse-Terre a pris son nom en 2011 et depuis 2006, la médiathèque de Gosier aussi. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, et merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.